ça va vous offrir, avant la pause, une petite promenade avec une sorte de pas de côté, c'est-à-dire qu'on va parler un peu moins de diversité, de biodiversité, et on va parler en fait comment dire, de l'acte qui consiste à numériser quelque chose. Bon, alors il se trouve que la chose, ça va être la biodiversité, parce que c'est un peu le sujet. Mais au fond, la star du film, c'est la numérisation. Et numérisation, il faut faire un petit peu attention, parce que en fait, on parle souvent de mesurer les choses, mais quand on numérise, on ne mesure pas forcément. Je vais revenir un petit peu sur ça. Mais au fond, avec une vision plus en profondeur, on pourrait dire que ce qu'on est en train d'évoquer depuis le début du workshop, c'est peut-être le dernier épisode de la longue histoire des nombres, qui démarre il y a très longtemps, et qu'on peut voir, c'est écrit dans le titre en haut, là, comme des médiateurs du rapport dans l'homme à la nature. Donc c'est vieux ça, effectivement. On ne va pas tout revoir, mais on ne va pas parler de l'invention du zéro, différentes formes de numérique, de systèmes décimaux, hexadécimaux. On pourrait le faire, mais c'est vrai qu'à chaque fois, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche à comprendre, à se diriger dans l'univers, et pour s'aider à faire ça, quelque part, on utilise des nombres. C'est toujours un petit peu la même idée. Alors, sans aller dans le détail historique, là, je vous ai mis en rouge des mots-clés qui peut-être sont importants. Vous voyez, ordonné, hiérarchisé, organisé dans l'époque moderne, là, notamment pour les espèces. Et voilà, le dernier avatar, ce sont les métriques de la biodiversité qu'on peut voir d'une certaine manière comme des opérateurs d'ordre en vue de guider l'action. Pourquoi j'indique ça, là, guider l'action? C'est parce que ça me rappelle un débat qu'on a commencé précédemment. Il y a un petit peu cette idée qu'il y a une réalité physique là, qui est là, qui nous attend, et puis c'est à nous de la découvrir. À l'opposé de cette vision épistémologique, il y en a une autre qui consiste à dire non, en fait tout ça c'est des créations de l'esprit humain. Alors, je rebondis presque sur Bergson là, et on voit ce qu'on a envie de voir et ce qu'on peut voir à travers les déformations de nos catégories d'entendement, comme dirait Kant. Et c'est pas tellement tranché ce débat. Et en particulier, en ce qui concerne la biodiversité, c'est pas tranché du tout. Ce qui veut dire que quand on mesure quelque chose ou quand on numérise quelque chose, l'opération n'est pas neutre. Elle n'est pas forcément neutre, et vous allez voir pourquoi. Y compris quand on fait des mesures biophysiques, d'ailleurs. C'est pas forcément neutre du tout. Et là, un petit encart pour Virginie. Dans ton slide sur les services écosystémiques, en présentant justement cette partie-là, tu disais réduction, comment tu as dit, réduction anthropocentrée. Ce qui veut dire qu'avant, avec les mesures biophysiques, on aurait quelque chose qui n'était pas anthropocentré. Ça se débat, ça, quand même. Hein. Ça se débat beaucoup. C'est pas le seul point de débat sur les services écosystémiques. Mais voilà. Bon, alors, pour entrer un petit peu dans le dur, là, je vous propose tout de suite de poser une expérience de pensée qu'on va faire ensemble. Et vous avez deux écosystèmes, c'est une expérience de pensée toute bête, hein, X et Y. Décrivons ça rapidement à gauche et à droite. Hein. Dans l'écosystème X, vous avez une tortue, je ne sais pas si vous voyez bien, mais parce que le dessin n'est pas très bon, mais bon, une méduse. Et puis ça, je ne sais pas si vous devinez ce que c'est, ce sont des papillons. Donc en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 papillons, une tortue, une méduse. On dirait des coquillages. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Mais maintenant, on est d'accord, c'est des papillons. Bon. Oui. Ne m'en veuillez pas. Donc 10 individus vivants qu'on peut catégoriser comme ça en sous-ensemble, qu'on va appeler papillons, tortues, méduses. Et là, donc vous avez aussi 10 individus vivants, le même nombre d'individus vivants. Là, vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Cette fois, c'est très bien dessiné. Hein. Ce sont des sardines, bravo. Voilà. Oui, mais c'est pas des thons, c'est pas des truites. Hein. On le voit que c'est des sardines, quand même, Jean-Marc. Là. Bon, quand même. Et ça, vous l'avez reconnu aussi. Donc bon, des chats. Mettons que ce soit des chats. C'est un chat. Je croyais que c'était un poussin. Vous voulez dire que je dessine pas bien, en fait. Bon, quoi qu'il en soit, acceptez que ce soit des chats. C'est pas très grave pour le propos.
Question, où la biodiversité est-elle la plus grande? À gauche ou à droite? Alors là, on va rentrer en interaction. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la douche écologique. Mais là, c'est à vous de jouer. Là. Dites-moi votre avis. Alors, j'ai entendu à gauche, à droite, et ça dépend. Alors, X ou Y ou quoi? À gauche, à droite, et ça dépend. Dans l'exposé liminaire de Luc, on a beaucoup parlé de nombre d'espèces, avec les extinctions d'espèces, etc. Si c'est ça que vous retenez comme critère, c'est une numérisation particulière de notre rapport à la nature, et en particulier pour questionner la biodiversité, pourquoi pas. Alors vous allez dire à gauche. 3 espèces à gauche, 2 espèces à droite, question est pliée. Bon, alors on peut faire ça, mais on peut utiliser aussi ce qui a été présenté il y a un instant par Jean-Marc, et sur lequel Eric va revenir, avec d'autres mesures, parce que le nombre d'espèces, ce n'est pas le seul critère qu'on peut retenir. Hein. Bon, alors, je ne sais pas si vous mettre le moins devant ici, là. Je crois qu'il y a une objection sur ça, mais bon. Ah, c'est la notation qui te pose problème. D'accord, mais mathématiquement, c'est pareil. D'accord. Donc là, je vous en ai mis 3, et à chaque fois, je vous ai indiqué la mesure qui en sort, ce qui permet de répondre à la question d'une certaine manière. Et dans la dernière colonne, vous avez le classement. Donc si vous utilisez l'inverse de Simpson, vous allez conclure que à droite, c'est plus biodiversifié qu'à gauche. Si vous utilisez cette fameuse mesure Shannon, Wiener, etc., vous allez conclure le contraire. Et puis si vous revenez à Berger-Parker, vous allez conclure à nouveau que c'est l'écosystème Y qui est plus biodiversifié. Et alors je continue dans les interactions. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc ça dépend, comme disait. Est-ce que ça vous gêne, par exemple? Oui. C'est peut-être pas quelque chose qui me gêne, mais enfin, on n'utilise jamais un indice tout seul dans tous les cas. Alors là, on prendrait une combinaison d'indices? Bah oui, toujours. C'est-à-dire, par exemple, tu ferais quoi? On fait, oui, on utilise les 3 en fait. Oui, mais ils se contredisent. Hein. C'est pas d'accord, mais c'est pas parce que 2 choses. Enfin, ok, si les 2 choses se contredisent, ok, on prend la majorité de réponses. Alors, très intéressant, parce que la suite dont je peux vous parler, c'est que précisément, que fait-on? Parce que ce n'est pas que dans ce cas-là que pour la biodiversité que ça se produit, ce genre de choses. Que fait-on lorsqu'on est face à une série d'indicateurs, par exemple, qui ne sont pas tous unanimes, quoi. Ou même s'ils sont unanimes, tant mieux, mais s'ils ne le sont pas, qu'est-ce qu'on fait? Le critère que tu évoques, c'est celui de la dominance. Ça existe. C'est un métacritère, c'est un critère sur les critères. La dominance. Je vais regarder celui qui a le plus de feu vert, quoi, en quelque sorte. Si je veux savoir si je vais mettre le paquet pour la conservation à gauche ou à droite, je regarde où est-ce qu'il y a le plus de feu vert, où est-ce qu'il y a le moins de feu rouge, quoi. Mais il y a une prime à la création de nouveaux feux, et pour créer les nouveaux feux, il faut se poser une question. Comment est-ce que je compare les feux verts et les feux rouges? Non? Parce que s'il y a unanimité, il n'y a pas de problème. Si tous les indicateurs me disent qu'il faut aller à gauche et pas à droite, bon, là, on est tranquille, ça va. S'ils se contredisent, donc je continue, puisque tu es intervenu, comment fais-tu? Tu vas devoir d'une manière ou d'une autre, implicitement ou explicitement, comparer les critères. Après, ça dépend. Quelle est notre question? Si on est dans un milieu si on travaille dans un milieu où l'espèce en jeu est une espèce rare, on va déjà favoriser d'utiliser un indicateur qui favorise les espèces rares. Pas rester sur du Shannon. Donc tu as une raison contextuelle de privilégier une certaine idée de la biodiversité, à savoir les espèces rares. Ça dépend de notre question. Et ça dépend de notre question, juste. Soit la question, soit le type de gestion qui est réalisé. Oui. Et donc il faut le préciser. Juste pour compléter, bien souvent la valeur absolue de l'indice ne nous intéresse pas en écologie. Ce qui est intéressant, c'est utiliser le même indice pour comparer des situations. Non, le même indice pour comparer des situations. C'est possible aussi. On peut utiliser plusieurs indices dès l'instant qu'on compare ce qui est comparable.
Tu vois, Oui, mais en écologie, on fait rarement de l'absolu, on fait surtout beaucoup de relatifs. Donc j'utilise un indice, c'est ça que tu dis, pour comparer plusieurs situations. D'accord, mais pourquoi cet indice-là? Pourquoi pas un autre? Comment? Pourquoi cet indice-là que tu as fixé, par exemple le nombre d'espèces, disons, et pourquoi pas un autre? Ah, vas-y, continue. En général, on n'utilise pas un indice. On revient à ce qui a été dit avant, c'est que surtout avec la biodiversité, très complexe, on ne peut pas représenter la biodiversité avec une seule métrique. Donc il faut utiliser un ensemble de métriques qui répond à une hypothèse. Chacune de tes métriques, chacun de tes indicateurs ou tes indices, comme tu veux les appeler, est construit avec un ensemble de critères, avec des hypothèses. Je donne un exemple très rapide. En travaillant sur la problématique des oiseaux, l'avifaune. Si tu prends la richesse, ça va te donner une information. Si tu prends l'abondance, un indicateur d'abondance, Luc présentait l'indicateur des tendances d'oiseaux hier, ça va te donner une autre information. Puis après, tu peux aller décliner, tu peux t'intéresser aux communautés, aux assemblages des espèces, regarder comment des groupes d'espèces inféodées à certains habitats vont répondre. On est sûr, et on le sait, que tes différents indices vont pas te donner les mêmes informations, vont pas te donner les mêmes réponses. Pour certains, on a même vu qu'on a des réponses qui sont à l'inverse des autres indices. Ça, c'est des informations à prendre en compte. Et on revient à la question initiale, c'est qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Est-ce que c'est l'efficacité d'une politique? Est-ce que c'est l'effet de certaines pressions, etc. Mais la recommandation qu'on fait en général, c'est de ne pas s'appuyer sur une seule métrique de biodiversité. Pas un seul indicateur, mais un ensemble d'indicateurs pour être sûr qu'on a à peu près l'ensemble de l'information qui nous intéresse au rapport de la question qui a été posée. Mais en quoi ça change la question que je posais? C'est-à-dire comment est-ce que tu compares les différentes métriques? Parce que finalement, c'est ce que tu fais. On compare des situations et pas des indices. Non. Et bien souvent parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, les indices. Juste une facette complémentaire, c'est que si tu veux t'attacher à un seul indicateur, tu regardes souvent un état de référence auquel comparer, et tu regardes les tendances temporelles également. Qui peuvent aussi se contredire, si tu changes d'indicateur. Oui, complètement. Ça peut aussi se contredire. Mais c'est pour ça que c'est complémentaire de ce qui a été dit auparavant. Alors, donc je reviens sur ce que tu dis là, parce qu'en fait, on ne compare pas les formules, quoi, en gros. Et non. Alors, ça, je suis d'accord. Et c'est justement le propos de la présentation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle... oui, alors avant de vous dire ce qu'on va utiliser, il y a aussi une autre façon de procéder à part le critère de dominance là, qui a été évoqué, c'est d'utiliser des multicritères. Vous allez faire par exemple une moyenne pondérée des indices. On ne sait pas trop, après il faut faire attention aux unités parce qu'on ne sait pas trop si on additionne des carottes et des navets, des choses comme ça, mais on peut faire des moyennes par exemple. Mais quand on fait des moyennes, c'est pareil, la question se repose de savoir comment vous pondérez entre l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, etc. Donc d'une certaine manière, il faut à nouveau se dire, mais au fond, par rapport à l'objectif que j'ai, tu disais de conservation d'oiseaux, je ne sais quoi, lequel finalement de ces indices me paraît être plus important que les autres, quoi. Une question de cette nature-là. Alors, dans les deux cas, enfin dans tous les cas, je pense que ce qu'il est intéressant de faire, c'est justement de ne pas comparer les formules, mais de comparer les propriétés constitutives qui président à la construction de ces indices. Ce faisant, au lieu de comparer des formules, on va comparer des principes premiers sur lesquels tout le monde peut discuter en fait. Voilà, donc vous voyez, j'avais un petit peu anticipé. Bon. Et l'approche axiomatique va permettre de faire ça. C'est-à-dire il va falloir revenir sur les fondements de ces formules-là, savoir ce qu'il y a à l'origine de tout ça, en termes si possible littéraires, d'une certaine manière. Et ensuite, c'est sur ces fondements qu'on va pouvoir discuter. Est-ce que je prends tel indice plutôt qu'un autre? Si je les combine, quel poids je mets à tel indice plutôt qu'à un autre, etc., etc. Et cette approche axiomatique, elle trouve vraiment son aboutissement lorsqu'on arrive à une situation où on obtient ce qu'on appelle une caractérisation axiomatique. Alors, une caractérisation axiomatique, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de mettre en relation biunivoque un ensemble d'axiomes, de propriétés, si vous voulez, et une formule ou une métrique. Alors pourquoi c'est l'aboutissement? Parce qu'en fait, là, vous êtes absolument sûr de savoir exactement ce que vous faites en termes de principe premier. Si vous adhérez à cet ensemble d'axiomes, nécessairement, vous devez utiliser la formule qui va avec. Mais comme c'est une caractérisation axiomatique, on va présenter des théorèmes où il y a des si et seulement si, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous utilisez une formule particulière, alors implicitement ou explicitement, mais logiquement, en réalité, vous obéissez, vous acceptez un certain nombre d'axiomes. Sinon, vous n'êtes pas cohérent. Voilà, ça, c'est juste des mathématiques. Je ne vous présente pas une opinion, là.
Il y a des démonstrations derrière. Alors, donc l'expérience de pensée, on vient de la faire, pardon, et puis le reste, là, rapidement, c'était de présenter à nouveau la richesse parce que ça a été caractérisé axiomatiquement. La biodiversité comme uniformité, c'est un peu la famille Tsalis, Hill, etc. Parce que là aussi, on a une caractérisation axiomatique. Alors, on n'a pas toujours une caractérisation axiomatique, d'ailleurs. En fait, on l'a dans une minorité de cas, mais qui sont assez intéressants. Et puis, la biodiversité comme agrégation de dissimilitudes, on n'en a pas trop parlé non plus, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, ça. Alors, on va faire un petit peu de notation mathématique, là. Je vais utiliser ce signe pour résumer la phrase suivante. X est au moins aussi biodiversifié que Y. Ça ressemble à un supérieur ou égal, mais comme je l'ai incurvé, c'est pour bien vous faire comprendre qu'on est en train de parler d'une relation binaire, en fait. C'est pas forcément du supérieur ou égal. Si j'enlève le égal d'en dessous, là, ça veut dire strictement plus biodiversifié que Y. Et puis, si je mets ce signe-là, c'est autant de biodiversité dans l'un que dans l'autre. Oui, c'est mes deux écosystèmes, là, X et Y. Mais ça peut être n'importe quoi. Tu peux là, je suppose que l'unité d'analyse, c'est les espèces, en réalité, qui sont dans un écosystème. Ouais, des bibliothèques, mais tu pourrais mettre autre chose, en fait. Tu pourrais raisonner au niveau micro-biologique, si tu veux, au niveau des écosystèmes macro. Alors, une remarque importante. Là, c'est pour toi, ça, Jean-Marc. Si, au départ, donc en fait, c'est un ordonnancement, cette relation. C'est un ordonnancement entre les éléments. Si on suppose que cet ordonnancement, il est réflexif, transitif et complet. Réflexif, ça veut dire un écosystème. Ah, pardon. Oui. Axiome, c'est des propriétés. Des propriétés. On peut. Si tu préfères, on continue avec propriété. Oui, c'est l'étude des propriétés. D'accord. Si tu préfères comme ça, on continue avec propriété. Oui, c'est pas des propriétés culturelles, artistiques, oui, c'est des propriétés mathématiques, oui, bien sûr. Alors, réflexif, ça voudrait dire que mon premier écosystème est aussi biodiversifié que lui-même, donc c'est un peu une tautologie. Transitif, ça veut dire que si vous avez trois écosystèmes à comparer, X mieux que Y, Y mieux que Z, alors vous devez déduire indirectement que X est mieux que Z. Et complet, ça veut dire que vous pouvez tous les comparer. Ça, c'est des hypothèses qu'on va faire de base. Mais notez que si on n'a pas la complétude, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer en réalité. Donc on est quand même un peu emmerdé. Mais admettons qu'on puisse le faire. Alors il y a un premier résultat mathématique qui est assez ancien, début XXe siècle, qui va vous dire qu'un ordonnancement qui obéit à ces trois propriétés-là, il peut être représenté par une fonction numérique à une transformation monotone continue près. Je peux mettre un nombre, en fait. Ça veut dire simplement que si j'ai un ordonnancement, je peux mettre des numéros sur genre 1 c'est le meilleur, 2 c'est le deuxième meilleur, etc., etc. C'est une numérisation. Les nombres ici ne veulent pas dire cardinalisation, ça ne veut pas dire mesure. C'est-à-dire que celui qui est placé en 4e position n'est pas 2 fois moins bien que celui qui est placé en 2. Mais c'est important parce que je sais qu'il peut y avoir un phénomène de rejet du fait de mettre des nombres sur des choses. Il faut savoir qu'à ce niveau minimaliste, là, rejeter le fait de mettre des nombres qui ordonnent les choses, c'est tout simplement refuser de dire qu'on peut ordonnancer de cette manière-là. Moi, je ne dis pas, pourquoi pas, c'est possible. Mais il faut être conscient que ça débouche sur des perspectives où la science n'a plus grand-chose à dire. Quand même. Bon, en tout cas, il y a beaucoup moins de choses à dire si on ne peut plus je vais y arriver. Ordonnancer les choses. Ça veut dire qu'on ne peut plus prioriser, en fait. Oui. Donc à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on irait trouver le gouvernement pour lui dire mais un peu plus de budget sur la protection de je ne sais quelle marque, parce que c'est mieux ici qu'ailleurs. On ne peut pas. Donc c'est paralysant d'un point de vue opérationnel. Excuse-moi, je n'ai pas compris la dernière. Tu vas voir n'importe quel président. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que tu peux... On recommence. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je recommence tout ou non? Quand même, hein. En fait, si tu refuses de mettre de procéder à cette opération de numérisation, et c'est pas encore de la mesure, attention, hein, ça revient à dire que tu peux pas classer, en fait. Tu peux pas classer, tu peux pas ordonnancer les choses. C'est bon? Donc si tu peux pas ordonnancer,
Mais moi, c'est une objection que j'ai déjà rencontrée. Hein. C'est-à-dire parce qu'en gros, pour faire simple, les nombres, c'est caca. La nature, c'est beau, c'est sacré, c'est du vivant, c'est esthétique, c'est de l'art. On ne va pas associer du caca avec de l'art, quoi. Voilà, bon, en gros, pour faire simple. Moi, je dis peut-être, pourquoi pas. C'est une position que... Quoi qu'il en soit, je veux dire, si on refuse ça, il faut être cohérent jusqu'au bout, mais on n'est pas forcément tous... Paralysant d'un point de vue opérationnel, oui. Oui, alors pardon, dire qu'on ne peut donner de métrique à la biodiversité signifie qu'on ne peut pas prioriser et comparer. Voilà, c'est tout. Ça peut être perturbant, mais... Pourquoi pas, mais voilà, c'est... Non. Bon, alors maintenant, j'en viens à mon critère de richesse qui a notamment été utilisé dans l'exposé de Luc, mais pas que lui. Hein. Enfin, en réalité, c'est ce que tout le monde comprend, la richesse en nombre d'espèces. Hein. Il se trouve que ce critère, il a reçu une caractérisation axiomatique. On sait qu'il vérifie très exactement trois propriétés. Indifférence entre les singletons. Alors, singletons, ce seraient des écosystèmes où il n'y aurait qu'une seule espèce. Monotonie par rapport à l'ajout d'une espèce à un singleton, ça c'est une version un peu restreinte d'un principe plus général dit de monotonie par rapport à l'inclusion. Ça veut dire quoi monotonie par rapport à l'inclusion? Vous partez d'un écosystème donné, avec un certain nombre d'espèces. Vous en ajoutez une qui n'était pas déjà là. Ce principe vous dit que la biodiversité, à la suite de cette opération, n'a pas pu baisser. Ça peut éventuellement augmenter, mais ça n'a pas pu baisser. Bon. Et indépendance, ça vous dit que quand vous ajoutez une nouvelle espèce dans un écosystème, une nouvelle espèce qui n'était pas déjà dedans, que vous l'ajoutiez à l'écosystème X que j'avais présenté, ou à l'écosystème Y, une nouvelle espèce, ça va donc jouer sur la biodiversité. Ce jeu, on va appeler ça la contribution marginale à la biodiversité. Eh bien, cette contribution marginale à la biodiversité, elle doit être la même, quel que soit l'échantillon dans lequel vous l'ajoutez. Bon. Alors maintenant, puisque c'est un peu le jeu de ce type d'exercice, je vous questionne. Premièrement, est-ce que indifférence entre les singletons, ça vous va? Ouais. Eh oui. Mais ça veut dire que par exemple, un échantillon avec un protozoaire, ça a la même biodiversité qu'un échantillon avec une baleine. Oui, parce que c'est une espèce, une espèce. Bon. Ça va pour tout le monde? Non? Eh oui, non, mais bien sûr. Mais à un moment donné, il y a un choix de l'unité de base. Là, l'unité de base était les espèces. Mais c'est vrai que je conçois tout à fait l'objection. Hein. Enfin, pas de souci. Mais donc, tu rejettes le premier axiome. Là. Pardon, la première propriété. Tu la rejettes. En considérant que vous comparez un protozoaire et une baleine, oui. Ok. Mais donc, tu ne peux pas utiliser la richesse en espèces comme critère de biodiversité. Ou alors, tu peux le faire, mais ça veut dire que tu n'es pas cohérente. Mais... Pardon. Oui, si on reste au niveau de l'espèce, mais... Oui, mais le critère de richesse en espèces reste au niveau de l'espèce. C'est pas ma faute. Je suis d'accord, mais quand on compte le nombre d'espèces, on compte le nombre d'espèces. Bon, après, on pourrait aussi s'amuser à revenir sur tout l'arbitraire qu'il y a dans la définition d'une espèce. Voilà. On passe au deuxième axiome, là, pour le discuter un petit peu, quand même, non? Monotonie par rapport à l'inclusion, en gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous ajoutez une nouvelle espèce à un sous-ensemble, ça ne diminue pas la biodiversité, ça ne peut éventuellement que l'augmenter? Non? Je ne sais pas qui a dit non. Bon, ça va. Mathématiquement, c'est indiscutable. Si on regarde la dynamique des écosystèmes, si ce que tu introduis, c'est une invasive qui va foutre le roi... Merci. L'influence des différentes espèces introduites est primordiale. Ouais. Et alors, si je veux revenir quand même sur les réflexions précédentes, c'est quand même une vision qui est très mathématique des systèmes. Et même si on ne parle pas d'art ou d'autres,
on est quand même capable scientifiquement de comparer des ensembles qui sont différents les uns des autres et leur attribuer des valeurs sans qu'il y ait de métrique. La sociologie en particulier peut le faire. Attribuer une valeur, oui, en fait, tu peux dire, au lieu de faire métrique, tu ne veux pas utiliser de nombres, c'est ça que tu veux dire? Oui. Tu pourrais mettre A, B, C. Parce que dans ton exemple précédent, j'ai plus le terme, mais où si A1 est meilleur que A2 est meilleur que A3, alors A1 est meilleur que A3, tu peux avoir 3 ensembles différents qui ont chacun des valeurs. Je sais pas, je vais prendre trois orchestres de musique classique très prestigieux. On peut dire qu'ils ont chacun une valeur différente, mais qui n'est pas rankable, qui n'est pas rangeable. Oui, mais c'est et la biodiversité, c'est un peu ça aussi, à mon niveau. D'accord, mais c'est exactement ce que je te disais ici. En fait, tu refuses ça, là. Oui, voilà. Mais enfin, je le refuse dans une acception mathématique. Non, tu le refuses tout court, c'est pas pareil. D'accord. Peut-être que pour la suite de ton exposé, ça a une importance. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu l'acceptes, alors on peut mettre des nombres dessus, que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais on pourrait mettre des lettres, ça revient au même. On pourrait mettre ABC, ou jaune, vert, bleu, mais tu as un ordre. Tu vois, ça n'est qu'un ordre, en fait. Si tu le refuses, tu peux le refuser aussi, pas de problème. Mais tu viens de le dire, en fait. En gros, tu veux pas comparer Beethoven à Chopin, ou à... C'est ça que tu dis. C'est un peu différent, mais c'est une interprétation que chaque orchestre peut faire d'une même partition, si tu veux. Non, mais c'est très important ce qu'il dit. Parce que je ne comprends pas pourquoi on n'admettrait pas que la définition de la nature ou de la biodiversité puisse être reléguée uniquement à cette vision-là. J'ai été un peu secoué par une donnée d'Anne-Caroline hier, qui disait, mais en fait, comment est-ce qu'on définit la nature si on la définit par les définitions que nous donnent les gens. Nous, on a dans notre entre-soi ici une définition de la nature, de la biodiversité, mais qui n'est pas forcément partagée par le reste de la population. Ni même entre nous. Ni même entre nous. Et donc, pour rejoindre ma réflexion ici, on est dans une vision très numérique. Non, c'est là où je ne suis pas d'accord. Numérique, c'est qu'un aspect opérationnel de la question. Mais si tu veux aller voir les décideurs, les ministres ou autres, et leur donner des raisons de protéger tel ou tel écosystème, la raison quantifiée de la biodiversité en est une, mais tu peux en avoir d'autres. Numériser, si tu préfères. Numériser, si tu veux. Mais quantifier quand même, parce que par le biais des indices de biodiversité que tu as présentés, c'est une forme de quantification. Tu donnes une valeur. Non, c'est justement pas une forme de quantification. D'accord, c'est une numérisation. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres moyens de convaincre les gens de la qualité d'un écosystème. Ah non, mais ça c'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais la question est, est-ce que tu peux les classer? Par exemple, tu vas voir un décideur politique, là. Tu dis, voilà, moi, je veux protéger tel écosystème. Tel milieu. Voilà. Plus que tel autre, j'imagine. Parce que pourquoi celui-là? Pas forcément plus que tel autre. Pourquoi celui-là, parce qu'il a une valeur à un moment donné sur une échelle donnée. Oui. Oui. C'est une des raisons pourquoi on est là cette semaine. Oui, mais on est aussi là pour apporter une autre perception. Parce que dans des questions d'ethnographie et autres, on peut avoir d'autres valeurs des écosystèmes. Le droit nous impose à faire une hiérarchie dans les écosystèmes, les espèces, par le biais des espaces protégés, des habitats. Quand on parle d'espèces protégées, d'habitats d'intérêt communautaire, c'est le genre de choses. Et lorsqu'on fait un aménagement qui a destruction de ces espèces protégées et de ces habitats d'intérêt communautaire, bien souvent, systématiquement, c'est là qu'il faut engager des processus d'évitement, de réduction et de compensation. Maintenant, ça évolue avec une forme de prise en compte de destruction en général, mais on est quand même très focalisé sur l'espèce protégée. Bien sûr, mais pas sur des
comparaison de richesse oui, faut qu'on avance, mais j'aimerais savoir s'il y a des situations soit réglementaires, soit légales, soit même des processus de décision dans lesquels la richesse spécifique pourrait être un indice d'arbitrage. Et ça, je pense vraiment pas. Mais on reviendra là-dessus. Mais par contre, le droit nous oblige par contre à identifier par exemple des espèces protégées. Et justement, c'est ça qui est intéressant par rapport à ces axiomes. C'est que c'est le caractère spécifique, qu'elle soit endémique, vulnérable, menacée d'une espèce, beaucoup plus que son existence en tant qu'espèce qui est pris en compte. Mais on en reparle après. Si tu veux, je vais essayer de le dire autrement. Si tu es capable de fournir des raisons comme ça à un décideur politique, pour le dire autrement, en réalité, tu pourrais aussi bien lui donner des nombres. Tu comprends ? Alors, c'est pas forcément de la richesse spécifique, mais tu pourrais... Ça, c'est numéro 1, ça, c'est numéro 2. Ah non, mais oui, bien sûr. On peut tout à fait changer l'unité d'analyse, tu vois, on pourrait raisonner sur des traits, par exemple. Tu vois, voilà, pas de souci. Mais des nombres. Mais je sais bien que pour des raisons qui, en fait, sont liées, au passage de mettre des nombres sur quelque chose, de numériser, il peut y avoir une forme de rejet. D'expérience. C'est un peu ton expérience avec Grand Cola, si j'ai bien compris. Voilà. Mais ce rejet, est-ce qu'il est vraiment cohérent ? Voilà, c'est un petit peu ça que j'interroge, moi, pour le dire autrement. Est-ce que c'est juste une question de goût, parce qu'on n'aime pas mettre des nombres sur des choses, ou est-ce que ça a du sens de manière plus fondamentale, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je reviens sur les axiomes. Moi, c'est les axiomes qui m'intéressent, c'est pas les nombres. Il faut avancer. Bon. Donc, voilà. En tout cas, si vous adhérez à ces axiomes, c'est très bien. Vous faites du spécifique, enfin, une richesse spécifique. Et puis sinon, vous ne faites pas ça, quoi. Parce que sinon, vous n'êtes pas cohérent. Après, chacun peut ne pas être cohérent. Moi, je me trompe 50 fois par jour et je ne suis pas cohérent. Donc, mais je ne le sais pas. Quand je me trompe. Bon. Comme il faut avancer. Je ne vais pas tout faire, mais je vous donne une deuxième famille, là, qui est justement liée à ce que va présenter Eric tout à l'heure, là. Où on se dit, tiens, il y a quand même une information qui nous a échappé justement dans le nombre d'espèces. Vous en avez donné quelques-unes, mais il y en a notamment une autre qui va arriver. C'est celle sur les proportions, les abondances, et notamment les abondances relatives dans les espèces, parce qu'on sent que ça doit pouvoir jouer plusieurs rôles. Ça a peut-être un rôle dans les interactions trophiques, d'ailleurs. Bon. Donc on se dit, tiens, on va rajouter cette information. Et en prenant les écosystèmes que je vous ai présentés, par exemple, on va définir la proportion de tortues, 1/8 dans le premier échantillon, la proportion de papillons, 4/8, c'est-à-dire 1/2, etc. Et puis on fait ça avec les deux échantillons. Et après, vous construisez d'autres process de numérisation, et basés cette fois sur cette couche informationnelle-là. Mais vous voyez qu'en fait, oui, là aussi, j'ai réduit les choses. En fait. J'ai réduit la richesse informationnelle de départ, parce que maintenant, je ne regarde plus que des vecteurs de proportion. Et sur cette base-là, j'obtiens, par exemple, une pratique qui consiste à utiliser cette famille de métriques de biodiversité. Donc, il, effectivement, qui est lié à la famille Tsalis que tu vas présenter tout à l'heure. Tu nous expliqueras comment. Et alors, avec un paramétrage, c'est paramétré par alpha. C'est vraiment toute une famille. Si vous changez alpha, vous changez un petit peu l'indicateur. Hein. Et c'est un changement qui n'est pas anodin, parce que même à l'intérieur de cette famille, vous avez des métriques qui peuvent se contredire. Hein. C'est pour ça que je te disais que pour moi, on n'a pas un ensemble cohérent pris dans l'ensemble. Et là aussi, on a une caractérisation axiomatique. Alors, je ne sais plus où je l'ai mise. Voilà, pour faire vite. Symétrie, invariance à l'échelle, agrégation des abondances, représentabilité décomposable et continuité. Alors, il me reste combien de temps, là ? Il faut finir ? 10 minutes, parce que, en fait, moi, j'ai déjà fini à faire passer le message que je voulais faire passer. Si on se met à discuter des axiomes les uns derrière les autres, là, parce que là, ils sont expliqués de manière ramassée, je ne vous dis pas ce que ça veut dire, mais on pourrait. Symétrie, par exemple, c'est que si vous changez l'ordre des proportions, si au lieu d'avoir les papillons qui font 1/2 et les tortues qui font 1/8, vous faites l'inverse. Hein. Vous inversez les baskets, quoi, et donc les papillons, ce sera 1/8, et les tortues 1/2. Ce genre d'opération n'a aucune influence sur la métrique. Je pourrais détailler tout ça, voilà. Et je sais d'expérience, on va arriver à discuter des axiomes et probablement, peut-être certains vont vous paraître éclairer l'intuition, ou en tout cas votre intuition sur la définition que vous faites de la biodiversité. D'autres vont vous paraître contestables. Peut-être, mais encore une fois... Ouais. Je t'interromps là. Ouais.
Oui, il y a quand même quelque chose qui me gêne depuis le début de ton exposé, c'est que, bon, j'ai rien contre l'axiomatique et tout ça, mais on considère les systèmes comme des systèmes non dynamiques, alors que ce sont des systèmes dynamiques. Et changer la proportion j'allais dire, je sais pas moi, si tu as des lézards et puis des mouches, c'est pas pareil, parce que les lézards, ils vont manger les mouches, et donc ton image de la biodiversité à un instant T, pris par n'importe quel indice... C'est pas mon image, hein. C'est l'image de l'indice. Attention, c'est pas moi, ça. Hein. Non, mais je suis pas responsable du fait que les indices existent. Oui, ben alors c'est ton... c'est pas mon image. Non, mais excuse-moi, j'ai dit ton image, c'était affectueux. Merci. L'image, je pense que j'ai dit ton image qui correspond à l'indice, donc ça revient à ce que tu dis, on est d'accord. À un moment donné, c'est-à-dire le facteur temps, puisque c'est un système dynamique, ça va pas évoluer de la même façon. Donc la biodiversité, excuse-moi, quel que soit l'indice, de toute façon, elle va évoluer. Et la question que je me pose, ce type d'axiomatique, est-ce que... Bon, c'est vrai qu'un énarque, il a envie de voir un tableau Excel, il va être content, ou pas, et puis c'est plus facile pour sa tête. Mais dans un système dynamique, tu ne peux pas raisonner comme ça, parce que ça ne marche pas comme ça, parce que c'est dynamique, justement. Voilà. Et ça me perturbe dans cette façon de voir l'axiomatique. Ouf, tout va bien alors. Bon. D'accord Thierry, mais entre nous là, voilà. En fait, mais pas la dynamique. Tu vas voir que tu sais qu'il y a un TD qui est préparé par Marco et voilà. Tu peux aussi calculer cet indice sur toute une trajectoire pour voir comment il évolue. Voilà. Après, en fait, ce que tu as en tête, si je peux me permettre, c'est que je pense que pour toi, il manque une couche informationnelle importante là-dedans. C'est les interactions entre espèces, ou les liens fonctionnels, disons. Est-ce qu'il existe des métriques qui tiennent compte des liens fonctionnels? La réponse est oui. Oui. Voilà. Et certains, on peut parfois les caractériser axiomatiquement, d'autres non. Voilà. Mais si tu regardes les axiomes, après, tu vas pouvoir discuter de la question de savoir si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas. Ouais, je crains qu'on prenne le problème pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que à chaque fois, les mesures de diversité qu'on va utiliser, c'est des modèles. C'est une façon de résumer une façon dont on se représente le monde. Donc c'est de la modélisation et c'est une conséquence. Voilà. Et ce qui est important, à mon avis, dans ce qu'on est en train de voir là, c'est de se dire que ces modèles-là, ils correspondent à un certain nombre d'axiomes, c'est-à-dire qu'on explicite la façon dont on se représente le monde. Oui. Si la façon dont on se représente le monde, d'après les axiomes, elle ne correspond pas à la représentation qu'on s'en fait intuitivement, ça veut dire qu'on n'utilise pas le bon modèle et qu'il faut utiliser d'autres axiomes, d'autres modèles. Donc il n'y a pas de mauvais axiomes, il y a juste des axiomes qui correspondent à ce qu'on veut faire ou pas. Et le problème de l'utilisation ce qu'on appelle les indices de diversité, ma conclusion, la dernière phrase, je spoil cet après-midi, ça sera dans tout ce que je vous ai raconté, il n'y a aucun indice, il n'y a que des mesures. Mais ça, je voudrais bien que tu en parles 2 minutes si tu veux encore. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Mais c'est qu'en fait, on utilise des outils qui sont des espèces d'outils magiques qui vont transformer une réalité en un nombre. Et si on ne connaît pas les axiomes qui sont derrière, c'est purement de la magie. Alors, des fois, c'est un peu intuitif. Voilà, et donc, on ne peut pas faire ça. Si on veut faire de la science, on ne peut pas faire ça. Donc le minimum, c'est de comprendre quels sont les axiomes qui sont derrière, c'est-à-dire dans la façon dont on va transformer la réalité en un nombre qui, évidemment, simplifie énormément ce nombre, le monde. Évidemment, peut-être qu'on n'a pas envie, parce que la question qu'on se pose, elle n'est pas réductible à un nombre, parce qu'on ne peut éventuellement pas comparer. Alors dans ce cas, on n'accepte pas la première liste de propriétés. Mais si on le fait, il faut comprendre les axiomes qui sont derrière, et on les accepte ou on ne les accepte pas, et on les accepte, en général, on les accepte avec leurs limites, parce qu'évidemment que ce n'est pas parfait. L'axiome de symétrie, il dit que si vous avez 4 espèces de papillons et vous rajoutez une 5e espèce de papillon, c'est la même chose que si vous avez 4 espèces de papillons et puis vous rajoutez une espèce d'éléphant. Bon, c'est pas super intuitif. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de parler de diversité neutre, on a envie de parler de diversité phylogénétique. Bon, voilà, dans ce cas, on fait autrement. Puis il y a moyen de faire autrement. Là, ce que tu dis dans le temps, si on met un lézard, il va tuer les mouches. Ouais, alors dans ce cas, ça veut dire que ça permet juste de faire une photo, ça ne permet pas de faire un film. Voilà. Mais c'est pas grave, à condition qu'on sache, et puis si ça correspond pas, on va aller plus loin. Après, plus on va aller loin, plus ça va être dur, c'est clair. Ça va être dur. Non, mais là, l'intérêt, tu l'as dit, c'est de clarifier les principes premiers. Parce que le problème, c'est que derrière les formules, on les voit pas, les principes premiers. C'est ça le problème. Et, tu vois, et ça peut paraître intuitif, sur le nombre d'espèces, pourquoi pas. Voilà. Alors, c'était exact. Et en fait...
voilà, on peut mieux appréhender les limites. En fait, il y avait une phrase dans ta présentation, Jean-Marc, là, sur Feynman. Je trouve que mutatis mutandis, ça s'applique complètement à la biodiversité. Quand il dit on mesure de multiples facettes de l'énergie de ceci. Oui. J'ai dit Feynman, moi. Je ne te l'ai pas attribué. Tu vois, donc il y a l'énergie de ceci, il y a l'énergie de cela, et puis en vérité, je crois qu'il conclut qu'on ne sait pas de quoi on parle. Pas loin. Bon, c'est un petit peu sévère comme conclusion. On va comprendre quelques questions. Juste une précision. Cette journée, elle est particulière. C'est un ensemble d'éclairages qui ont démarré avec Jean-Marc et qui vont finir ce soir avec Karine Princet. Et c'est vrai qu'il va falloir écouter tout le monde, parce que tout est censé se compléter ou se recouper ou pas. Et le vrai débat, ça sera ce soir normalement. Parce qu'effectivement, l'intervention de Eric va être importante, l'intervention de Sébastien va être importante, l'intervention de Karine va être importante, celle de Sadri va se rajouter dessus. Et c'est tout un ensemble qui vont parler globalement de la même chose et qui apportent chacun leur vision. Donc on peut faire des débats, mais ça va être dommage, parce que là, Eric, tu as commencé déjà à empiéter sur ce que tu vas dire, parce que c'est fait pour se compléter. Ça a été très bien pensé sur le plan pédagogique, je reconnais. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais, et ça c'est peut-être une question à toute la salle, c'est dans votre expérience, est-ce qu'on discute des axiomes contre-scientifiques, si on en discute, ou ça arrive aussi que dans les sphères décisionnelles, on en parle? Dans les sphères décisionnelles, il se trouve que j'ai participé à la formation des hauts fonctionnaires là, dont parlait Lucas Badi hier, et je crois que c'est la première fois qu'ils en ont entendu parler. Quant à en discuter avec les scientifiques eux-mêmes, pas tant que ça finalement. Et c'était surtout, en fait, c'était leur objectif à Jean-Marc et à Thierry en fait, il y a un certain cloisonnement entre les disciplines. C'est un petit peu ça aussi le problème. Voilà, on voit bien que certains tendent vers quelque chose de quasiment parfois même artistique, pourquoi pas, c'est très bien. D'autres sont peut-être plus arides, mathématiques, je ne sais pas comment dire. Inhumain, si tu veux. Mais il faut essayer de discuter, quoi, je pense. Tu vois. Tout ça, c'est des visions du monde. Après, les mathématiques, c'est les mathématiques. Je veux dire par là que il y a des choses qu'on ne peut pas refuser, sauf à accepter d'être incohérent, quand même. C'est pas mes résultats que je présente là. Et c'est pas mon point de vue. Je présente des résultats mathématiques, c'est tout. On sait que par exemple, si tu veux, 1 plus 1, est-ce que ça fait toujours 2 ? Non, on sait que non. Mais il y a quand même un périmètre de validité dans cet énoncé-là. Voilà. Et quand tu es dans le périmètre, je vois pas comment tu peux refuser que 1 plus 1, ça fasse 2. Quoi. Tu vois, il y a toujours un périmètre de validité. Là, il s'agit de se le réapproprier. Non, c'est pas comme ça que tu... Ouais. Il y a une question. Oui, non, c'est pour compléter un peu cette discussion. C'est la question de quand des scientifiques, justement, qui ont à l'esprit donc toute la question des modèles ou des axiomes qui sous-tendent des indices ou des outils, quand ils collaborent avec la sphère opérationnelle et qui proposent des outils pour mieux gérer la biodiversité, ou dans quelle mesure, alors je ne sais pas s'il y en a ici justement, dans quelle mesure ils ont à l'esprit de rendre visibles les axiomes qui sous-tendent les outils. Moi j'ai des exemples en tête d'outils notamment qui sont promus par l'OFB ou d'autres équipes de scientifiques où c'est vraiment pas du tout transparent. Non, c'est pas transparent. Du coup, on n'a pas cette vision des axiomes qu'il y a derrière et ça peut être dangereux. Ah oui, bien sûr. Tu sais qu'en ce moment, il se développe des initiatives, notamment pour se doter de comptabilité avec une dimension environnementale, notamment sur la biodiversité. Tu fais peut-être référence à ça, je ne sais pas. Ouais. Mais ils ne sont pas du tout... comme je participe un petit peu avec eux, non, ils ne sont absolument pas au courant de tout ça. Donc il y a une comptabilité en ce moment qui se développe, justement, qui vise à ajouter à des comptabilités normales 2 critères. Nombre d'espèces et la biomasse. Voilà.
Et alors, par exemple, certains m'ont dit, oui, mais le coût des espèces invasives, là, ça va pas, ça. Le nombre d'espèces augmente, mais c'est une espèce invasive, ça fracasse tout, ça va pas. Ben voilà, un truc comme ça, par exemple, ne serait pas du tout apparu dans leur comptabilité. Pour eux, le chiffre augmente, donc tout va bien, quoi. Tu vois, alors qu'en fait, tu as le parc national de la Bruyère qui est envahi par la Jussie, bon, qui est en train de tout fracasser. Toutes les parties prenantes de là-bas sont d'accord pour l'enlever, la Jussie. Tu vois. Le parc, qu'est-ce que je dis ? D'accord, pardon. Donc, non, en fait, tout ça, hein, moi, mon impression, c'est que la société civile s'en est emparée de cette affaire-là, très bien, parce que la biodiversité, c'est un succès communicationnel, ça, c'est très clair. Hein. Mais déjà, nous-mêmes, est-ce qu'on est stable, en réalité ? On revient sur une discussion d'hier aussi, avec un petit peu cette idée que si nous, déjà, on sait ce qu'il faut faire, après, il y a à faire sauter les obstacles de communication avec nos concitoyens. Mais mon impression, pardon, enfin, là je vous donne pour le coup une impression subjective, hein, mais mon impression c'est que nous-mêmes on n'est pas stable. Hein. Oui, la communauté scientifique n'est pas stable. Alors peut-être parce qu'il y a plusieurs disciplines qui regardent les choses chacune avec son prisme. Voilà, mais... Enfin, pour contraster les choses, prenons la température par exemple. Ah bah j'allais y venir. Ah bah alors, ben vas-y. Alors. Non mais en fait, est-ce que c'est le vrai débat là ? Est-ce que c'est pas une question à chaque fois, quel que soit l'indice, la mesure que tu prends, de contextualisation et de traduction de manière linguistique des objectifs et d'expliciter ce que tu veux vraiment atteindre ? Donc je ne sais pas si la solution c'est de vraiment expliciter les axiomes, parce que là tu peux perdre beaucoup de personnes, mais quand tu prends justement la température, on sait tous très bien que tous les impacts ne répondent pas à tes propriétés souhaitées d'un indicateur. C'est pas symétrique, t'as pas d'invariance d'échelle, etc. Attends, et après, même le lien fonctionnel entre les émissions de gaz à effet de serre à droite, à gauche, au nord, au sud, ouest, est ne vont pas avoir les mêmes impacts qui sont vérifiés dans le temps non plus sur ton indicateur. Donc je voulais juste que tu essayes de poursuivre ta réflexion, cette transposition sur justement cette construction 1,5 degré qui n'est pas une propriété, qui n'est pas un indicateur construit mathématiquement, mais est-ce que tu pourrais transposer ce que tu critiques en termes de méconnaissance des axiomes des indicateurs de biodiversité à cet indicateur de température ? Alors merci de poser cette question parce que c'est vrai qu'on ne regarde pas les axiomes derrière la construction de la température. Mais la température, quand on la mesure, ça a une propriété très intéressante qui n'est pas présente ici. C'est que tu sais que tu peux la mesurer en Celsius, en Kelvin ou en Fahrenheit. Mais toutes ces mesures ne peuvent pas se contredire. C'est pas possible. Si tu prends la température de l'échantillon X et que en Celsius et que c'est plus chaud que l'échantillon Y, là, tu changes d'unité de mesure, tu passes en Fahrenheit ou tu passes en Kelvin, le classement sera le même. Tu comprends ? C'est pas possible. Ça, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant parce que si tu es dans une telle situation, au fond, c'est pas tellement la peine de communiquer sur les axiomes parce qu'il n'y a pas de contradiction interne. À partir du moment où tu considères que ce sont les impacts qui sont importants, tout comme là, ton indicateur de biodiversité s'appelle les impacts sur le fonctionnement d'un écosystème, et que ces impacts ne sont pas identiques, 0,5 degrés dans un socio-écosystème ne va pas produire la même chose que dans un autre socio-écosystème. Est-ce que tu peux vraiment comparer A et B, l'augmentation de 0,5 degrés dans A et B ? Donc tu pourrais poursuivre la réflexion plus loin s'il y a absence de contextualisation et si tu définis mal ce que tu cherches. C'est-à-dire là, dans ce cas-là, c'était les impacts. Oui, d'accord, pardon. J'ai peut-être pas bien compris ce que tu voulais dire. En fait, au lieu de raisonner sur les températures, tu veux raisonner sur les conséquences des températures. C'est ça ? Oui, mais en fait, on le fait quand même, ça. Oui, bien sûr, mais tu vois, tu peux établir des liens de cause à effet entre température et tel impact négatif ou positif quelque part. Mais là, comment est-ce que tu vas faire pour établir un lien de cause à effet entre biodiversité et les conséquences de la biodiversité ? Si dès le départ, tu n'as pas unanimité dans la façon de décrire ce que c'est que la biodiversité. Pour le dire autrement, moi, mon impression, c'est que toutes ces métriques-là, en fait, ce ne sont pas différentes mesures d'une même chose. Ce sont différentes mesures de différentes choses. Et donc, en fait, l'erreur, c'est de mettre le même mot, le même nom sur toutes ces choses-là, finalement. Alors, c'est sympathique sur le papier.
en termes de communication, c'est fantastique, quoi, c'est super puissant. Mais du point de vue de la cohérence interne, ça ne va pas. Et je me demande si on ne fait pas de la confusion plus que de la clarté, quoi, tu vois. Je vois qu'il y a des questions au fond, je sais pas. Pardon, je veux juste ajouter un détail. J'ai pas, pardon, vous avez parlé plusieurs en même temps. Non, je serais bref. Je veux juste ajouter un détail, c'est que la température qui peut nous paraître simple en tant que mesure physique, mais là on parle de température de la planète. Les chevaliers de la Terre plate, là, Allègre, Courtillot et consorts, ils ont fait tout un truc il y a 15 ans en expliquant qu'on ne savait pas mesurer la température de la planète. Parce que faire des moyennes entre 14 000 mesures prises à différents endroits représentatives de zones différentes n'avait aucun sens. Pareil dans le temps et pareil dans l'espace. Et ça a été une des voies d'entrée pour être climato-sceptique. J'ai fini. Alors, oui, pendant qu'on distribue le micro, juste je précise une chose quand même. J'ai l'air de détruire les trucs, mais moi j'adore la nature, personnellement. Non, mais c'est pas mon. En fait, ce que j'aimerais, c'est réconcilier le citoyen Charles avec le scientifique Charles, disons, voilà, une chose comme ça. C'est pas réciproque. D'accord. Non, la nature, on peut ne pas aimer. Chacun d'entre nous, oui, on peut se faire attaquer par un sanglier, oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais je voulais juste rajouter un complément parce que c'est quelque chose. Enfin, c'est cette question autour des métriques de la biodiversité en fonction de à qui on s'adresse, etc., notamment auprès des décideurs et des acteurs. Il y a quelque chose, on en a pas mal discuté avec les collègues là au labo, où il y a une histoire quand même de sémantique où il faut différencier la métrique, l'indice, de l'indicateur. Et nous, on est arrivé à un consensus à peu près qui dit qu'un indicateur, donc c'est à peu près ce qui nous est demandé par les ministères, les décideurs, etc., de fournir un indicateur. C'est un indice qui s'accompagne d'un narratif. C'est une mesure mathématique qu'on a traduit. Alors l'indicateur, il se veut être le plus simple possible pour représenter... Enfin, c'est une mesure simplifiée, enfin, c'est une représentation simple de quelque chose de complexe, quoi. En l'occurrence, la biodiversité. Et en général, elle s'accompagne, pour essayer d'exprimer de manière simple quelque chose de complexe, on prend une mesure mathématique et on la traduit en un indicateur qui s'accompagne d'un narratif. Si on prend l'exemple, j'y reviens souvent, je travaille dessus, sur les oiseaux communs, là, on a des mesures mathématiques qui nous permettent d'aller voir ce qui se passe au niveau des populations d'oiseaux, mais c'est équivalent pour à peu près toutes les espèces. Des mesures sur l'abondance, des mesures sur la richesse, la diversité fonctionnelle. Toutes ces mesures-là, elles apportent une information. On ne peut pas toutes les amener aux décideurs ou aux gestionnaires, etc. On en prend une, et l'abondance, l'indicateur abondance de population d'oiseaux, c'est un indicateur. C'est une métrique qui est censée nous donner une information autour de l'état et des tendances de la biodiversité. Ça c'est une mesure simplifiée, quoi. Donc quand tu dis on, c'est ton équipe. Non, toi, c'est pas que moi. Il y a des gens dans la salle qui utilisent des indicateurs tout autant que moi. Mais... C'est une question. Pardon, du coup, est-ce qu'on est vraiment pertinent à vouloir toujours évaluer ou quantifier la biodiversité ? Est-ce que c'est plus que la question de fond, est-ce que la biodiversité, c'est pas un champ d'investigation, et est-ce que ça a du sens de vouloir encore même trouver des indicateurs pour en rendre compte? Est-ce que fondamentalement ça a du sens? Mais tu n'évalues pas que la biodiversité, tu évalues aussi les impacts en fait. Oui, mais les impacts, les pressions, du coup, pour ça qu'il y a tout un on donne une valeur beaucoup développé. plus polysémique à la notion de biodiversité que simplement la vouloir l'indiquer ou la mesurer. C'est une des grosses questions que je me pose depuis le début. Non mais... Ah bah oui, mais on a besoin d'indicateurs pour voir si ça répond à l'action justement de gestion et de décision. Donc c'est dans ce cadre-là que justement il y a une demande d'indicateurs. C'est-à-dire que l'indicateur doit être sensible à une pression, à une mesure. Il doit être spécifique à une pression, une mesure. Et si l'indicateur augmente, on dit que c'est bien. Et si l'indicateur diminue, ça indique que les choses vont mieux ou vont moins bien. Voilà. Par rapport à des fonctionnalités écologiques. D'accord, je suis entièrement d'accord. Mais moi, depuis tout à l'heure, je vous invite à... Moi, ce qui me... C'est... Pourquoi on évaluerait la biodiversité? On la quantifier, on l'évaluerait. Alors, il y avait... Pierre, pardon. Putain.
Ouais, Pierre Bateau, bon, de manière prédominante économiste. Simplement, je voulais dire une chose, c'est que si on veut participer au grand débat qui avait eu lieu il y a quelques années sur l'érosion de la biodiversité, évidemment, à ce moment-là, on a besoin d'une mesure de la biodiversité et on a besoin de faire ce genre de réflexion. Mais tout de suite, ça s'accompagne de problèmes plus compliqués parce que le taux d'extinction est différent selon les espèces et selon le taux d'extinction que l'on prend, les mesures changent d'une période à l'autre. C'est-à-dire, on prend une mesure donnée, on prend 2 périodes différentes et on regarde un taux d'extinction par espèce qui est différent. Et à ce moment, on s'aperçoit que la mesure de la biodiversité va changer et qu'on va avoir une vue probablement déformée de ce qui s'est passé. Et si on veut faire ça sur 6 000 ans ou 10 000 ans, ce qu'avait fait Philippe Boucher au Muséum dans Biological Review, évidemment, on va se poser des questions. Par exemple, une des conclusions qu'il tire, c'est si vraiment il y a érosion de la biodiversité avec la plupart des mesures qu'on a utilisées jusqu'à présent, on ne pourra pas véritablement le constater avant 25 000 ans. Il faudra 25 000 ans pour le constater. Bon, donc, et à ce moment-là, ça n'a aucun effet, évidemment, au point des politiques. Ce n'est pas la peine de dire ça. Si on veut être plus précis, et moi je reviens à tout ce qui a été dit hier sur la relation avec la nature, ce qui intéresse, ce n'est pas la 6e extinction ou l'érosion de la biodiversité, c'est l'érosion de certaines espèces. Donc il faut se concentrer sur certaines espèces qui, du point de vue public ou du point de vue économique, ont des raisons particulières. Et la biodiversité qu'il faut mesurer, c'est probablement celle qui porte là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de gens pas d'accord, mais c'est un point de vue qui est intéressant à entendre. Il y avait Nicolas. Vas-y. Pour te faire écho à ce que tu disais. Eh oui, c'est fait pour. C'était juste pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce qu'il y a besoin d'évaluer ou de mesurer la biodiversité. Tu m'as répondu, le droit nous le demande. Oui. Donc on a quand même, si nous on ne le fait pas et si nous on ne fournit pas des valeurs, des indicateurs, des indices, qui va le faire? Comment est-ce que ça va être transcrit dans des décisions? C'est le terme biodiversité. On a construit cette notion, mais on ne va pas revenir. Mais je m'interroge de plus en plus sur, pire que sa pertinence, son intérêt. Mais bon, c'était... Oui, mais alors tu la transformerais en quoi? En processus, en interaction, en espèce? On ne sait pas trop non plus. Il y a quelque chose qui s'appelle écologie et c'est pas mal quand même. Hein. Oui. Alors il y a quelque chose aussi qui s'appelle la démarche scientifique et qui démarre en général par une question qui cerne le contexte spatio-temporel et les questions de mesure de biodiversité, de temporalité. Est-ce qu'on compare des choses comparables? On a parlé d'orchestre tout à l'heure, c'était un peu la blague, mais oui. Est-ce que on l'a pas vraiment abordé, mais si, très rapidement, ça veut dire que tu rejettes l'axiome de complétude, ni plus ni moins. Si tu fais ça, c'est terminé. Ouais, mais au passage, j'ai appris que j'étais incohérent, donc je ne sais pas si je vais le conserver ou pas. Peut-être. Bienvenue au club, moi aussi, donc ça va, on va survivre. Hein, ouais, ça devrait aller. Mais comprenne qui voudra, et je vous invite à faire la petite expérience suivante. Vous allez voir sur le site de Total, la compagnie, et demandez-vous si le site, si la compagnie communique sur la biodiversité, et comment est-ce qu'ils le font. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent utiliser l'indice qu'ils veulent pour montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Non, mais ça, c'est un peu la réponse que je voudrais faire à... Je vais oublier son nom, Stéphanie. Elle ne me regarde plus, c'est pas grave. Mais, leur matière première à Total, c'est la biodiversité quand même. Hein. Comment ? Le pétrole, il a un peu besoin de biodiv pour... Ah oui, bien sûr. Ça prend du temps aussi, on retrouve l'échelle temporelle. Mais il pourrait justement le mettre en perspective. Il nous reste 5 minutes avant d'aller déjeuner. Alors là, si quelqu'un veut intervenir, c'est l'intervention de la mort. Je me lance. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur l'aspect bijectif. Si j'ai bien compris, quand tu utilises un indice ou un indicateur, s'il y a une bijection, ça veut dire que implicitement tu as des axiomes qui sont derrière.
je crois que c'est fondamental, ça. C'est-à-dire, on peut utiliser ce qu'on veut, mais ça veut pas. Si tu dis j'utilise ça, mais je suis pas d'accord avec cet axiome, ça marche pas. Ça devient réellement incohérent. Ouais, mais je pense que c'est ça, mais je pense que c'est très puissant, ça. Si on arrive à bien le formaliser, que chaque fois qu'on dit quelque chose, implicitement, il y a ça derrière. Chose qu'on n'a pas forcément en tête de façon automatique. Ce qu'on a tous en tête parce qu'on les utilise, c'est les formules. Si tu veux. Mais les principes, on ne les manipule pas comme ça. Ouais. Bah, c'est l'intérêt de l'exercice, quand même, c'est de retrouver quelque chose qui est interprétable et qui se cache derrière les formules. Non, mais l'aspect bijectif est vachement important. Ah, l'aspect bijectif, oui, parce que parfois... Non, oui, alors, on peut insister sur ce que tu dis, c'est très important, parce que parfois, tu as des situations où tu sais que certaines métriques obéissent, se conforment à certains principes, mais tu ne les as pas tous identifiés. Tu vois? Donc tu sais que tu vas avoir tel et tel principe, tu dis par exemple, cela, ça va, il m'intéresse, c'est bon, mais ils obéissent peut-être à d'autres principes que tu n'as pas identifiés. Et si tu étais en mesure de les connaître et de les discuter, peut-être qu'ils ne te conviendraient plus du tout. Tu vois? Donc bien sûr, l'aspect bijectif est très important. Là. Ça veut dire que c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Merci encore Charles d'avoir encore ouvert le débat.